Une petite anecdote, allez, pour se rappeler, il y a 10 ans, on avait Pokémon Go sur les téléphones et on travaillait tous les deux dans une boîte de la défense et on avait des gars sur des sites sensibles confidentiels de défense qui chassaient les Pokémon et ils envoyaient tout sur les serveurs. Il faut faire en sorte que les gens se disent attention, à qui je confie l'information? Est-ce que j'ai de la valeur à la confier à une IA? Le vrai problème, c'est comment on va deviner l'intention de l'être humain qui discute avec l'IA. S'ils ne trouvent pas leur réponse par rapport à l'IA que tu leur proposes, ils iront la chercher sur une autre IA. Dans le coup du jailbreak, une partie du poste, c'est aussi qu'on peut lui faire des choses terroristes à l'IA. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission des tables rondes des experts de Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec Olfeo. On va parler du sujet suivant, Shadow AI, l'échec inéluctable des politiques de cybersécurité. Avec moi, 4 experts qui vont répondre à mes questions, mais également répondre aux vôtres, mais qui vont surtout se présenter dans un premier temps, et je vais notamment donner la main à Jérôme Capel de la Ville. Bonjour, donc Jérôme Capel de la Ville, je suis directeur technique des services clients chez Olfeo. Donc Olfeo, en 2 mots, a pour but de devenir le leader SSE en France et en Europe pour donc toute la sécurisation des flux web. Julien Drano. Bonjour, donc Drano Julien, RSSI du groupe Framatome et en charge de la protection du groupe. Michel Truong. Bonsoir, Michel Truong, je suis le directeur des systèmes d'information du groupe FED, un acteur de premier plan dans le monde du recrutement. Et Vincent Roy. Bonjour à tous, je suis Vincent Roy, je suis expert cybersécurité pour la société Splunk, Cisco maintenant, et donc j'exerce dans le domaine depuis une vingtaine d'années, dans le monde du MSSP et du SOC. Bien, merci d'être avec moi ce soir. Alors, à distance, vous avez été très rapide parce que je vois déjà qu'il y a une question, alors que nous n'avons pas débuté. Wow. Donc, je vais commencer par ma propre question. Alors, je voulais bien évidemment revenir sur l'histoire DeepSeek. Je pense qu'on en a tous entendu parler, donc on ne pouvait pas faire une émission dont le premier mot est AI, sans parler de DeepSeek. Alors, je vous repartage l'info, même si je pense que vous l'aviez. DeepSeek, la nouvelle IA Sensation, a un code caché dans sa programmation qui a la capacité intégrée d'envoyer des données utilisateurs directement à une entreprise proche du gouvernement chinois. Est-ce que quand on entend ce type d'actualité, finalement, ça remet en question, j'ai envie de vous dire, l'image qu'on peut avoir des IA? Est-ce qu'on devrait continuer à les utiliser dans un contexte professionnel? On peut peut-être commencer par parler du morceau de code en lui-même. C'est un morceau de Python qui a été détecté, donc c'est avéré. Mais en même temps, c'est un module qui est, on peut pas dire externe, mais qui est quand même pas non plus le cœur de ce qui est le module d'intelligence artificielle. Après, on sait bien l'origine territoriale de ce module DeepSeek. On sait qu'il va être utilisé par le gouvernement là-bas. Et je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil par rapport au fait qu'il y ait des attaques comme ça sur des modules Python à droite, à gauche. Et donc, comme vous le savez, mon métier, c'est autour des SOC et du SIEM. Et dans le monde de la détection, des flux comme ça qui sont envoyés sur des adresses IP qui sont connues en Chine, c'est assez simple à détecter. Donc voilà, il suffit simplement de poursuivre la sécurisation telle qu'on le fait à l'habitude. Moi, le document que je trouve assez bien fait, parce qu'on va rentrer aujourd'hui dans le détail de tout ce qui est autour d'une IA, c'est la reco de l'ANSSI autour de la sécurisation des systèmes d'IA générative. Et là-dedans, on a des analyses de risque, des scénarios redoutés, dont celui qui est couvert ici. À noter que du coup, les IA, là on parle de DeepSeek, mais ce sont en fait toutes les IA, parce qu'on peut aussi parler des IA qui sont américaines, qui renvoient également de la donnée. Donc c'est pas propre en fait à DeepSeek en fait dans l'absolu. C'est un contexte plus global qui nous amène à nous poser vraiment la question de voilà, quelles sont les données qui sont envoyées et surtout est-ce qu'on souhaite que ces données sortent et qu'elles soient envoyées comme ça à l'extérieur sans qu'on en soit informé. Enfin, là, c'était quand même quelque chose d'un peu plus appuyé que d'habitude. On sait bien que quand on se connecte, par exemple, sur des sites dans le cloud américain, on est tracé. Là, dans le cas concret, il y a un module spécifique qui renvoie en plus une connexion vers la Chine. C'est en ce sens où on pourrait dire que c'est mal fait. Si le but, ça avait été de faire une backdoor, elle est quand même un peu trop grosse et trop facile à deviner aussi. Ouais, je vais aller dans le sens, mais déjà, pour préciser un petit peu, c'est pas le modèle qui contenait le code. Enfin, DeepSeek, ils ont sorti un site web, ils ont sorti des applications pour iOS et Android, donc qui s'installaient, et ils ont sorti un modèle qu'on peut exécuter. Modèle qui est par ailleurs aussi du Python, mais le code était plutôt, j'ai pas regardé, mais le code, s'ils avaient mis du code, il était sur le portail web ou l'application Android, iOS, pour pas exfiltrer de la donnée, mais renvoyer de la metadata à un serveur. Ce que globalement font déjà toutes les applications Android, iOS, que fait déjà ChatGPT et tous les autres. Le modèle,
c'est effectivement du Python qu'on va télécharger à un instant T, mais qui est un peu protégé. Mais c'est pas le modèle qu'on aurait pu mettre on-premise, qui est open source. Enfin, sur les licences, c'est pas celui-là qui contenait ce bout de code. C'est le modèle du portail. C'est le code du portail qui peut se faire tourner en local Oui, pour l'avoir joué, pour avoir joué avec. Voilà. Donc, enfin, voilà, faut juste un peu remettre le sujet. Et c'est vrai que il y a l'Italie qui a réagi, je crois, il y a l'Irlande, il y a 2-3 pays européens qui ont bloqué les applications, qui s'envoyaient un peu trop de données, mais comme toute la plupart des applications américaines également, enfin, il y en a beaucoup qui récoltent. Donc, enfin, sur le sujet, rien de nouveau. C'est ça, finalement, il n'y a pas vraiment de surprise. Non. On le dit aussi, c'est la même chose chez les Américains, c'est la même chose chez les Chinois. Je veux dire, c'est pas si étonnant que cela. Par contre, ce qui est intéressant quand même, moi j'engage tout le monde à jouer avec le module. Le site est assez simple, c'est Ollama, le mot-clé si vous le cherchez sur Internet. Et donc ça permet de faire tourner en local cette IA. Et le différenciant de tout ça, c'est qu'elle est quand même très petite et très performante. En particulier, elle détaille son mode de raisonnement. Et voilà, tout le monde est assez bluffé de ce que ça peut faire. Donc elle est novatrice dans ce domaine-là. D'accord. Moi, je voudrais ajouter comme une chose, parce que en fait, certains s'étonnent de cette situation. En réalité, quand on lit les conditions d'utilisation, DeepSeek a été beaucoup plus clair que OpenAI, par exemple. On voit clairement toute la description des données qui transitent et qui sont absorbées. Et il y en a énormément. Donc, on était au courant, à vrai dire. Et donc, cette situation n'est pas étonnante. Je pense que le vrai enjeu, c'est de savoir si on doit l'utiliser dans le contexte professionnel. Voilà. Et même personnel, j'ai envie de dire. Ah bah c'est ma prochaine question, donc ça tombe très bien. Moi, ma question, c'est de savoir, bon, au-delà de cet exemple, est-ce qu'on peut dire cocasse ou pas, mais au-delà de cet exemple qui a fait la une des journaux, est-ce qu'on devrait vraiment se poser la question, c'est quoi l'impact réel du Shadow AI? Déjà peut-être redéfinir ce que c'est que le Shadow AI, comment ce mécanisme fonctionne et comment ça peut être un problème justement pour l'exfiltration de données sensibles dans le contexte professionnel. Alors pour le Shadow AI, c'est assez simple à définir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 50% des grands clients qu'on a qui ont une politique concernant les AI et qui répertorient donc ce qui est autorisé ou pas dans le cadre de l'entreprise pour faire son boulot. Le problème étant qu'initialement, il y a beaucoup de grands groupes qui ont eu à l'esprit la possibilité de fuite de données. On en parlera, c'est probablement le risque le plus évident pour tout le monde. Et par rapport à ça, les employés ne se sont pas retrouvés avec ce dont ils ont besoin pour faire leur boulot avec des outils efficaces comme on a aujourd'hui. Et donc, ils ont commencé par se tourner vers le premier ami qu'on a tous, c'est le mobile, les tablettes, etc. Puis ensuite, à installer encore des copies en local, comme on peut faire maintenant avec DeepSeek, avec Llama, etc. Et donc, on a ce phénomène de Shadow AI qui apparaît dans les SI et on retrouve des traces à nouveau. Moi, j'ai un biais pour la détection. Et donc, on retrouve assez facilement. C'est d'ailleurs quelque chose que je ferai probablement après cette émission, c'est de poster quelques règles de détection qu'on peut mettre simples, qui peuvent permettre d'avoir une visibilité à travers vos SOC, vos SIEM. Donc de commencer à détecter tout ça et de se rendre compte de la taille de la face cachée de l'iceberg, si on veut dire comme ça. Il me semble quand même que, en réalité, l'enjeu de ce Shadow AI, c'est de savoir, en fait, c'est comme la cybersécurité en réalité. C'est l'hygiène numérique à la maison qu'on amène dans l'entreprise. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir quelqu'un scanner des documents personnels, faire retraiter son carnet d'adresses avec tous les numéros de ses amis sur une IAG. Ça pose un vrai souci. Le deuxième point que j'aurais souligné, c'est que avec ces IA, en fait, en réalité, j'entendais tout à l'heure dire que on prenait le téléphone et on parlera sûrement des interdictions, etc. Mais c'est dur d'interdire en fait l'IA. Donc en fait, en réalité, il faut sensibiliser surtout à l'usage et il faut faire en sorte que les gens se disent attention, à qui je confie l'information? Est-ce que j'ai de la valeur à la confier à une IAG? Alors, je vais répondre, non, il ne faut pas interdire, évidemment, et de toute façon, il faut accompagner, il y a une révolution en route, et donc, de toute façon, si on est contre, elle va nous dépasser, enfin, de toute façon, il faut accompagner. 2 points, je pense qu'il faut distinguer Shadow AI entre l'interne et l'externe. Les services utilisés par l'entreprise qui sont à l'extérieur, OpenAI, à surveiller, et des modèles qu'on met dans l'entreprise on-premise ou on contrôle, mais qui amènent de nouveaux risques. Globalement, les services externes, on a déjà ces règles avant, enfin, il est interdit de traduire des documents quand on a un niveau de sensibilité C2 via un Google Trad, c'est déjà interdit. On a des mots-clés qu'on n'a pas le droit de taper dans les moteurs de recherche, c'est interdit. Bon, c'est la même en fait. Sur ChatGPT, c'est la même règle qui va s'appliquer. Donc, on va rééduquer, on va en reparler, mais c'est exactement la même règle. Par contre, évidemment, ça introduit de nouveaux risques. Si on a des IA on-premise, enfin, c'est ce qu'on dit, enfin, dans nos data centers, ça peut amener de nouveaux risques parce qu'elles vont tout cartographier.
Est-ce qu'après, elles vont baver, donner de l'information? Ça pose aussi des problèmes réglementaires. Typiquement, j'ai une IA, je suis une banque. Est-ce que ma branche de crédit a le droit de voir les autres branches d'un point de vue données? Ça va décloisonner toutes les données, donc ça pose des problèmes juridiques. Après, il y a les problèmes de propriété intellectuelle. À qui appartient le résultat de l'IA? On n'en parle pas. C'est pas de la cyber, pour le moment. Là, juste avant, c'était réglementaire. Mais effectivement, ça nous ramène des capacités. Et tout à l'heure, je rigolais un petit peu avant, mais on a des IA qui ont une capacité maintenant de générer du code à l'intérieur de nos organisations. J'aime bien cette analogie, mais jusqu'ici, les malwares, à un moment, ils rentrent chez nous, ils contactent un command and control, ils récupèrent une charge, ils vont commencer à pivoter, mais demain, ils n'en auront plus besoin. C'est ça. Demain, ils n'en auront plus besoin. Et bon, tu avais fait un très joli post, Vincent, là-dessus, mais c'est vrai que le DeepSeek, c'est un des problèmes. On le débraille assez facilement, on le jailbreak assez facilement, très rapidement. Il va nous générer du code. Et est-ce que le code a une mauvaise intention? Le vrai problème, c'est comment on va deviner l'intention de l'être humain qui discute avec l'IA. On peut peut-être juste redéfinir je ne suis pas sûr que tout le monde sache bien ce que c'est que le jailbreak, etc., comment ça fonctionne. Donc, pour expliquer, le jailbreak, c'est le terme qui est utilisé pour arriver à mettre l'IA dans un mode où elle ignore ses barrières de protection naturelle contre tout ce qui est négatif et néfaste. Donc, ça va du harcèlement, des problèmes nazis, tout ce qui serait interdit à la génération. Il y a une grosse partie, évidemment, du savoir-faire autour de l'IA qui doit contrôler ce qu'elle produit. Et on arrive à lui faire, moi j'aime bien aussi le terme de hypnotiser. Le post que je faisais récemment, là j'ai vraiment le sentiment d'hypnotiser l'IA en lui racontant une histoire, en lui disant qu'elle était analyste SOC, patati patata. Et au bout d'un moment, on peut lui demander n'importe quoi et il n'y a plus aucune barrière. Et donc, première chose, c'est génération de code malicieux. Et là, ça descend tout seul. Il n'y a même plus besoin de demander. Mais derrière, les suggestions vont les unes après les autres. Très, très flippant. Sur DeepSeek, cette partie-là. D'accord. Ouais. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait juste avant, Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Non, vas-y, et puis après, je poserai. Vas-y. Oui, je suis assez surpris parce que là, on part tout de suite sur l'attaquant, qui est évidemment une problématique, mais on oublie l'utilisateur en lui-même. Et le principe de l'IA en entreprise, ça va être de dire c'est l'innovation, il va falloir l'accompagner. Il ne faut pas oublier l'utilisateur qui va en avoir besoin, qui va de toute façon l'utiliser. Et c'est Xtrends qui a sorti là en 2025 un nouveau rapport sur le principe, où ils disent que de toute façon, il y a 49% des utilisateurs qui bravent les interdits. C'est-à-dire que même si on leur dit « attention, n'utilisez pas les IA », ils y vont quand même. Et c'est pas pour attaquer, c'est pas pour faire des choses négatives, c'est pas pour... Mais ils y vont et ils ne sont pas du tout formés dessus. Donc ça, c'est un point qui est quand même très important. Avant même d'aller parler vraiment de l'attaquant, de celui qui va vraiment essayer d'utiliser cette IA, peut-être qu'on peut déjà revenir sur les employés et dire ces employés-là, il faut déjà les accompagner, que ce soit en interne ou en externe, comment on les accompagne en fait sur le sujet. Je te rejoins sur ce constat, effectivement, qui est un peu à côté de la cybersécurité, mais qui est la base. Ça fait partie de la sensibilisation. Je prends souvent un exemple. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que, hier, quand on avait un travail à faire sur 2 fichiers Excel, eh bien, en fait, on demandait à quelqu'un de le faire. Il ouvrait les fichiers Excel, il faisait des copier-coller, des formules, il y avait une expertise, et il le faisait. Aujourd'hui, bien souvent, ça arrive, il prend les 2 fichiers, il les envoie à GPT, et il lui dit « fusionne-moi ça ». Et en fait, en réalité, il y a un autre enjeu, c'est 1, définir les usages, pour savoir ce qui apporte vraiment de la valeur, et 2, faire en sorte qu'on ne perde pas de compétences. C'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Et c'est quelque part, on parle même plus de cybersécurité, on parle de dire, est-ce que finalement, ce que vous faites avec les IAG, ça crée de la valeur ou pas? Je prends un exemple, j'ai des gens qui écrivent des mails de remerciements avec l'IAG. Est-ce que ça crée de la valeur? Ou est-ce que justement ça dénature? Et je pense que c'est toutes ces questions-là qui sont peut-être un peu à côté de la cyber qu'il faut se poser. Et c'est sur ça qu'il faut sensibiliser nos collaborateurs. Alors justement, je voulais rebondir sur quelques commentaires. On revient un peu sur tout à l'heure quand on posait la question de DeepSeek et de la collecte de données. Samy qui dit quand on compare les types de données collectées par DeepSeek et ChatGPT, c'est sensiblement les mêmes. Pourtant, nous ne sommes pas choqués sur le fait que les Chinois ont accès et pas vis-à-vis des US. Finalement, ne devrait-on pas poser la question de l'IA en général? C'est vrai, bien sûr. Absolument. Tout à fait. Et c'est une arme dans une certaine mesure aussi, une arme pour le côté génération de code malicieux, mais c'est aussi quelque chose qui peut être manipulé et donc qui peut être utilisé à pas que des choses gentilles et de la production, mais à d'autres choses aussi. C'est pas l'IA qui collecte la donnée?
C'est-à-dire C'est l'entreprise derrière avec son oui. service. Et c'est la volonté. Non, mais je veux dire, le modèle LLM, on lui pose une question, il a été entraîné, il répond, quoi. Puis autour, on package, on met du code, on présente un portail web, on le met sur des téléphones. Et c'est la volonté de l'entreprise derrière. Ouais, ça, le gouvernement presque aussi, quoi. Quand on voit maintenant que il y a des liens, oui, c'est ce qu'on disait. c'est les grands de la tech aux US qui sont maintenant très proches de Trump, on va bien se rendre compte à un moment donné que tout ça finit par communiquer, quoi, y compris avec le Pentagone. Et puis tu as des lois extraterritoriales aux États-Unis également. Aussi. Ils ont des lois qui aujourd'hui imposent à des entreprises de donner des données de tous les utilisateurs, même à l'extérieur des États-Unis, donc des utilisateurs potentiellement français, européens. Dans le coup du jailbreak, une partie du poste, c'est aussi qu'on peut lui faire des choses terroristes à l'IA. On peut lui demander des choses terroristes. Et donc c'est aussi la grande excuse pour pouvoir évidemment récupérer les données sur tout ça. Alors, une des questions qui a été posée justement quand tu parlais tout à l'heure de ce qu'on pouvait faire en interne, donc Samy qui demande en premier lieu, ne faudrait-il pas définir une politique interne de SI dans l'IA-Gen ? Sur l'IA-Gen, pardon. Mais c'est déjà le cas de 50% de nos clients. C'est déjà le cas, en fait, mais où là, aujourd'hui, le marché, on se cherche une posture, en fait. On s'est urbanisé dans les entreprises, on saura apprendre le modèle, les serveurs, les mettre au bon endroit, les sécuriser en périmétrique, mais c'est quoi notre degré de confiance dans le modèle ? C'est quoi les protocoles de test sur un modèle pour tester? Est-ce que le modèle, on peut le jailbreak facilement? Parce que je parlais des attaquants, mais en fait, nous, on aura plein de problématiques en entreprise sur l'usage de nos salariés, sur cette notion d'intention. S'il y a la jailbreak et que ça nous sort des numéros de série Windows 10, par exemple, ou 11, ou si ça nous génère du contenu, du faux document, parce qu'on avait un salarié créatif qui a décidé de se faire un faux permis, ou de faire un deepfake du PDG. Donc c'est vraiment l'usage, en fait. On sera urbanisé. Maintenant, comment on teste? Comment on teste les biais cognitifs de l'IA? Comment on teste ses capacités à résister à un jailbreak? Comment on garantit aussi que le modèle, donc là maintenant on a de l'outillage, mais à la base un modèle c'est du code Python. Et parce que Hugging Face a fait des études, ils se sont aperçus qu'il y avait trop de modèles qui embarquaient du code Python backdooré. Donc depuis on a fait un nouveau modèle qui s'appelle le Safe Tensor, qui attaque pas la machine. Donc ça embarque du code. Mais c'est tout ça les questions en fait. Comment on garantit que les 10 gigas de code qu'on télécharge, qui sont censés être que les pondérations du modèle, vont être correctes, et après qu'il n'y aura pas d'autres usages à côté? Comment nous on teste le proto? On cherche. On cherche notre posture aujourd'hui, les entreprises. Urbaniser, on sait faire. Faire du périmétrique, on sait le mettre sur le serveur, on saura. C'est un autre risque, empoisonner l'IA aussi. C'est-à-dire faire en sorte de ces pondérations là dont on parle, c'est assez facile à manipuler. D'accord. Évidemment, toutes les données qu'on donne en entrée, elles sont petit à petit intégrées dans le modèle. Et qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y a pas des cochonneries qui sont mises là-dedans, qu'il n'y a pas volontairement de l'info manipulée? Tu vois, j'en parlais hier, comme je te disais que j'avais interviewé une personne sur la question de l'IA, et on parlait de ce data set poisoning. Et l'une des choses qu'il m'avait dit, c'est la CTO de OpenAI qui avait fait une interview récemment et qui disait qu'elle ne savait pas d'où provenaient les data qui étaient utilisés pour alimenter l'IA. Ils ne vont pas le dire ouvertement et publiquement. Tu penses? Alors, Parce que quand tu ne sais pas, c'est là où tu rentres dans justement la problématique du dataset poisoning. Alors initialement, mais ça je pense que ça remonte déjà à un certain temps, la chose qui était vraiment effrayante, c'est que ça a été l'Internet en entier qui a été crawlé pour donner du dataset à OpenAI, etc. Les différences Internet, il y avait l'Internet, le dark et le deep web. Et en tout cas, il prenait l'exemple d'un blog comme Reddit, qui est une sorte de poubelle où chacun peut aller s'exprimer de toute la haine et les mauvaises choses qu'il a envie de faire sur cette planète. Et malheureusement, ça a été donné en entrée aussi au modèle. C'est aussi pour cette raison qu'il est important d'avoir des modèles de sécurité qui viennent l'empêcher de partir et de générer ce type de contenu. C'est que comme il a eu ça en entrée et qu'on n'a pas toujours su le filtrer, eh bien, les mêmes causes peuvent produire les mêmes résultats. Oui, l'enjeu, là, je pense que il est sur la politique. J'entendais ce mot-là tout à l'heure, la politique qu'on veut mettre en œuvre. Il faut absolument que les boards soient embarqués dans ces choix-là. Je prends un exemple au sein du groupe Fed. Le board du groupe Fed a bien vu ces enjeux et ces risques. Et il va y avoir des choix au niveau des usages. On va pas forcément laisser les gens utiliser l'IAG pour poser des questions d'ordre général. On va faire en sorte de créer des agents de telle sorte à répondre à un sous-processus. Par exemple, pour nos recruteurs, on va leur faire un agent qui leur permette de se rappeler les bonnes pratiques grâce à l'IA, alimentée avec nos propres données. Mais par contre, on a pris la décision de ne pas ouvrir grand les portes et de laisser nos collaborateurs faire tout ce qu'ils veulent. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas parce que il faut du temps pour mettre en œuvre, et je pense que c'est un sujet qu'on réadressera tout à l'heure, mais il faut du temps pour mettre en œuvre une IA de cette nature-là. Donc on a laissé quand même
nos collaborateurs y aller, mais c'est vers là que notre board, tend à aller. Et du coup, ça laisse poser la question, parce que là, tu parles du board, il faut quand même aussi embarquer les utilisateurs en eux-mêmes. Il faut comprendre leurs besoins. Pourquoi ils utilisent l'IA? Quels sont leurs besoins? Une équipe marketing va utiliser l'IA, une équipe RH va utiliser l'IA. Ils n'auront pas forcément les mêmes besoins, et ils en ont besoin. S'ils ne trouvent pas leur réponse par rapport à l'IA que tu leur proposes, ils iront la chercher sur une autre IA. Si tu n'as pas la visibilité qu'ils le font, et donc c'est là qu'on rentre justement dans le sujet du shadow AI, tu ne le verras pas qu'ils y vont et tu auras l'impression de leur avoir fourni une réponse. Donc il faut à un moment donné quand même avoir cette idée de visibilité globale. Et c'est pour ça que je suis assez surpris quand tu dis que les entreprises savent faire. Je ne suis pas si certain qu'ils savent trouver l'utilisateur, le flux d'utilisateur, le fait que l'utilisateur aille dessus. Je ne suis pas si certain que ce soit si répandu que ça. C'est différent. Je dis qu'on sait faire de l'urbanisation, qu'on a des standards et des politiques. Maintenant, est-ce qu'on a tous combattu le shadow IT au sens large, AI ou OT? C'est encore plus gros. Non, c'est une arlésienne et on passera notre vie à le combattre et à travailler là-dessus, à essayer de réduire. Et il y en aura toujours qui vont apparaître. Et nous, notre rôle, c'est de le diminuer. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient. On n'a pas non plus en permanence les solutions, mais ça existe. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est démunis, qu'on n'a pas forcément une politique. Mais par contre, oui, ça existera toujours. Et c'est notre rôle de le combattre. La façon dont on approche ça, c'est que souvent, nous, on distingue les clients les plus matures, ceux qui ont déjà investi, par exemple, sur de la surveillance du shadow IT, vous en parliez là tout à l'heure, sur tout ce qui va être SOC-CIEM avec la détection, etc. Ceux-là, ils vont être assez facilement capables. Ils vont avoir aussi des EDR, des sources de données qui vont leur permettre de capter ça. Et la réponse, elle va être assez instante. Il faut dire aussi qu'avec Julien, on a un biais. Framatome, vu son business, Bien sûr. ils prennent la sécurité assez au sérieux. Ils ont un investissement qui n'est pas neutre sur on va dire, la partie sécu. Et ce n'est pas le cas, évidemment, de toutes les sociétés. Et donc, c'est ce distinguo entre les plus matures et puis, quelque part, le reste de la troupe qui court derrière et qui essaye de rattraper avec des sujets aussi de ressources, puisque les ressources ne sont pas infinies. C'est vrai qu'il y a... C'est plus compliqué dans ce groupe-là. Et c'est vrai que côté Olfeo, comme on adresse plutôt des ETI, voilà, c'est vrai qu'on voit que la maturité n'est pas du tout la même. Exactement. C'est pour ça que j'ai introduit ce... exactement. Alors, moi, je voudrais rebondir là-dessus, parce que nous sommes une ETI. Pour autant, nous sommes... non, merci. Nous sommes très sensibles à ce genre de sujet. Les SOC, tous les outils de détection, à tous les niveaux, réseau, fichiers, donc toutes les couches applicatives ou basses. Donc on est très sensible à ça, et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, sur les usages. Nous, comment on approche l'IA, et comment on essaie d'éviter le shadow IA, c'est que quand on a mis en place notre propre, on l'a appelé pour l'instant FedGPT, mais on lui trouvera un autre nom plus joli, on a fait en sorte de loguer les demandes pour comprendre les besoins. Voilà. Et donc on a toute une liste de demandes qui va nous permettre, qui va nous alimenter sur nos réflexions pour dire de quoi vous avez vraiment besoin. Si vous avez besoin de trouver une information sur le président des États-Unis, c'est pas là qu'il faut aller. Par contre, si vous avez besoin de savoir comment on traite un intérimaire, comment on place un candidat, oui, c'est là où vous allez trouver la réponse. Donc là où tu as parfaitement raison, c'est que je pense qu'il faut répondre à leurs besoins. Il faut que les collaborateurs sentent que ce qu'on met en place au niveau IA, ça leur permet d'aller plus vite dans leur quotidien. Et du coup, c'est conforme au RGPD, ça, Michel? Alors, c'est conforme au RGPD, oui, parce que... les données des utilisateurs dans ton IA. Alors, c'est comme si, tu sais, c'est comme si tu leur posais la question, à vrai dire. Parce qu'en fait, quand tu leur demandes de participer, alors on est en expérimentation, hein, quand tu leur demandes de participer à une expérimentation, tu vas leur dire... Il y a une charte, c'est ça? Oui, on a une charte, et on leur dit, écoutez, c'est pas qu'on vous trace, hein, c'est juste qu'on veut savoir quelles sont les questions. Donc, posez toutes les questions que vous voulez. On ne va pas vous juger, mais on veut juste voir à quoi ressemble le besoin au sein du groupe Fed. Alors le public est d'accord, hein, puisque le public rebondit, notamment Fabien qui dit oui, c'est ça. La clé, c'est la gouvernance. Absolument. Alors, je passe à la prochaine question. On a demandé au public, donc on a posé la question suivante, est-ce qu'il faudrait interdire l'utilisation de l'IA générative au travail? Et on a eu 1256 votants. Avec le sondage suivant, on est sur du 11% oui, 48% non et 43% ça dépend. On a toujours comme ça, le truc au milieu, ça dépend. Après, on retrouve les réponses dans les commentaires. Dans un premier temps, moi j'aurais voulu savoir, vous auriez répondu quoi à cette question? Qu'il ne faut pas interdire. Non, il ne faut pas parce qu'on va interdire. être contourné et c'est une révolution. On va pas aller dans le sens inverse. En fait, tous les experts, et j'ai envie de dire tout le monde, peut s'accorder à dire que plus vous interdisez, plus vous mettez des règles compliquées, plus elles sont contournées. Je vous prends un exemple que tout le monde connaît, les politiques de mots de passe.
Vous dites, mettez 12 caractères, des caractères spéciaux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez retrouver les mots de passe sous les claviers, sur des post-it. Donc en fait, en réalité, c'est pas la bonne chose. Là, On n'est pas dans le même type de société à nouveau. Ça peut coûter un job dans certains endroits. C'est ça un sujet, les mots de passe. Voilà. On peut en discuter, on peut faire une table ronde sur les mots de passe aussi. C'est ça. Mais donc voilà, donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas interdire. Ça frustre les gens. L'IA, on en a parlé tout à l'heure. Elle est accessible depuis son réseau 5G. On peut prendre une photo de quelque chose de confidentiel et le soumettre à DeepSeek sans problème. C'est sûr. Donc l'interdiction, c'est vraiment j'ai envie de dire, la pire solution. Il y a une note d'innovation aussi derrière. C'est interdire, c'est empêcher d'innover malgré tout. Et il faut absolument utiliser l'IA pour innover, mais il faut savoir le contrôler. Et c'est là la vraie difficulté. De notre côté, il y a trop à gagner. Le ROI est trop important. De l'utilisation de l'IA. Ouais, la c'est décision vrai. a été prise immédiatement de dire de toute façon, il faut y aller. Il n'y a aucune façon de ne pas y aller. Et puis la réalité, c'est que je pense qu'on est au point aujourd'hui où ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans que ChatGPT est sorti, et c'est rentré tellement vite dans 2020. les usages Ah des bah gens. oui. GPT 1 et 2. Ouais. 2020. Par contre, c'est pas universel. C'est-à-dire que, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais on a décliné ça de manière le plus intelligente possible. Le mot-clé, c'est ROI pour nous. C'est aller chercher ce qui marche. Et donc, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est qu'on est tellement maintenant habitué à l'utiliser que c'est impossible, en fait. Je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont intégré dans le fait de vérifier les fautes d'orthographe, vérifier certaines formulations, vérifier certaines données. Il y a même aujourd'hui des personnes qui disent ça va remplacer Google, parce qu'au lieu d'aller taper sur Google ta question, tu mets dans chat. Tu sais quoi, moi ça m'est arrivé, tu sais. J'ai envie de savoir quelque chose, je connais une boîte, voilà. J'ai pas envie d'aller sur Google, de taper le nom de la boîte pour savoir ce qu'elle fait. Je fais, qu'est-ce que fait cette boîte? Et il t'explique le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, le nombre d'entreprises, le nombre d'employés. Si, je pense que c'est possible. Hein. Copilot fait ça aussi, et y compris en live. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher 2-3 requêtes et ensuite de synthétiser et de rétribuer. Honnêtement, la qualité n'est pas au rendez-vous. Ouais. C'est pas un moteur de recherche aujourd'hui. Peut-être demain ça le deviendra, mais aujourd'hui, C'est ça. c'est une sorte de moteur sémantique pour générer du contenu. Exactement. Le contenu est bon, mathématiquement bon, ce qui sort. Après, il faut quand même relire. Oui, alors ça, je suis d'accord. Il faut le dire à l'audience, il faut quand même relire les résultats des IA. Oh, parce mon Dieu, oui. qu'il faut vraiment les aider. Entre 20 et 100% de déchets, hein, sur des trucs un peu pointus, en tout cas dans la sécu. Et ça lève un réel souci. Il y avait des posts là-dessus récemment sur LinkedIn, mais un des risques, c'est la perte de contrôle de la qualité de ce qu'on fait. Si personne ne revérifie le résultat de l'IA et qu'on le prend pour argent comptant et qu'on injecte ça dans notre prod ou dans notre travail, on aura bientôt plus moyen de garantir notre qualité ou notre contenu parce que ça va dériver dans le temps. Et aujourd'hui, les IA, c'est vraiment très bien. Il faut y aller. Faut contrôler et accompagner. Ouais. Ça se voit. Quand quelqu'un a écrit un texte avec l'IA, ça se sent tout de suite. Ouais. Il manque quelque chose. On voit que c'est un ensemble d'informations posées les uns après les autres. C'est souvent très bien écrit, puis finalement on cherche le sens. Quoi. Exactement. C'est quoi, Vincent? Je pense que tu as mis le doigt sur le truc, c'est que c'est joliment écrit. Donc, en termes de langue, c'est beau, mais tu cherches le sens. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Alors, on a parlé un petit peu des solutions. Donc, on a parlé de ce que c'était que le Shadow AI. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise pour les employés notamment. Maintenant, je voudrais savoir d'un point de vue technique. Aujourd'hui, quelles sont les technologies qu'on peut utiliser pour éviter ce Shadow AI? Pour filtrer, comment on fait? Alors, la première chose pour moi, ça reste la visibilité. Il faut pouvoir avoir une visibilité sur ce que font les utilisateurs. Donc, il faut avoir de quoi avoir une vision vraiment sur les applications qui sont utilisées, qu'elles soient SaaS ou pas. Mettre en place une gouvernance, évidemment, derrière. La sensibilisation, on l'a évoqué. Et donc, pour moi, le filtrage va aussi passer par la sensibilisation, même si ça paraît décorrélé, mais malgré tout, plus les utilisateurs sont sensibilisés aux risques liés à l'IA, moins ils vont aller sur ces sites, moins on aura besoin de les filtrer du coup. Donc l'éducation, l'acculturation va être importante également. Oui, moi j'irais dans ce sens-là aussi. C'est vrai que le métier sur lequel on se focalise, c'est ce qu'on appelle la supervision de sécurité en français, donc le côté où on détecte ce qui rentre, ce qui sort. Alors évidemment, ça sous-entend qu'on ait des sources de données qui soient cohérentes. Je parle souvent de senseurs. On a une sorte de moteur qui regarde des choses, mais il récupère de l'info de certains senseurs. Et donc, pour ça, on va avoir beaucoup de données sur le réseau. Dès qu'il y a une co vers l'extérieur sur un site qui est connu, y compris d'ailleurs sur les sites chinois, on regarde ce qui se passe avec intérêt. Et on est capable de savoir si c'est conforme, pas conforme. Dans certains cas, on a des flux qui sont déchiffrés, donc on voit tout passer en clair. On est capable d'avoir des règles qui résonnent dessus.
On regarde aussi beaucoup pour ce qui est plus à l'intérieur. On va regarder tout ce qui est contrôle des fichiers et on va utiliser des technos comme les EDR ou d'autres techniques de hunting pour vérifier tout ce qui est stocké et tout ce qui se lance, vérifier que c'est signé. Et de toutes les façons, dans des environnements un petit peu sensibles, à nouveau, c'est vrai qu'une partie de mes clients, c'est quand même les plus matures. Donc, on a déjà ce genre de choses pour tout ce qui est virus, pour tout ce qui est attaque avancée, etc. Et donc, on va simplement utiliser ce même mécanisme pour surveiller. Après, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'évidemment, il y a de l'applicatif, il y a des clés d'API. Bon, il y a quelques petites nouveautés qu'il faut adresser. Threat Intel aussi pour les sites chinois. Donc on est d'accord, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand il s'agit des collaborateurs, ça va passer par la sensibilisation, c'est-à-dire sur l'utilisation de quelles sont les informations qu'on met et comment on l'utilise. Et quand il s'agit potentiellement d'attaques externes, c'est-à-dire de cybercriminels qui utiliseraient l'IA pour collecter des informations, là, c'est les solutions que tu mettais en avant. C'est presque ça. Ce serait plutôt l'idée des couches de l'oignon. C'est-à-dire qu'on va faire de la sensibilisation, de la gouvernance. Ensuite, on va mettre des couches de protection. Avec si, par exemple, dans la politique, on dit on n'accède pas à ChatGPT, ben on le bloque, purement et simplement. Okay. Mais après, nous, on passe en troisième couche et on va dire, OK, on assume que tout ça a échoué. Voilà. Et nous, on regarde vraiment ce qui passe. Et s'il y a encore quelque chose qui reste, on l'attrape et on le traite. Donc, c'est vraiment le multiple couche de l'oignon, c'est ça. C'est la moitié de la réponse. Ah, donne-nous l'autre moitié. Non, je vais m'expliquer. Je disais un peu en intro, il y a quand même deux notions d'IA, celle externe, celle interne à l'entreprise. Là, tout ce dont on discute, c'est pour ChatGPT, OpenAI sur Internet, depuis le réseau de l'entreprise. Ça ne parle pas de copilote, ça ne parle pas de tous les modèles qu'on a mis, du DeepSeek, Qwen, whatever, enfin, qu'on a mis dans nos tuyaux. Ça, on ne les verra pas. La notion de filtrage, donc anti-shadow IT, ou AI, enfin, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on a du mal là-dessus. Le vrai sujet, c'est la gouvernance d'une DSI, d'un réseau. C'est-à-dire que rien ne doit arriver sur le réseau sans coup de tampon de la DSI, d'une façon ou d'une autre. Et à côté de ça, on doit faire de l'éducation. Et ce que je dis, l'éducation sur l'IA, c'est la même éducation que l'accès à Google. On demande aux gens de ne pas prendre en photo des documents et de les envoyer à Google Translate. Enfin, non, mais on avait ce type de discours déjà il y a 10 ans. Maintenant, on ne dit plus c'est Google Translate, c'est ChatGPT. Mais c'est la même finalité, quoi. Donc, il faut une surveillance dans un réseau d'entreprise, mais la surveillance ne verra que les requêtes sur deepseek.China, ne verra pas les IA internes qui sont déployées, qui amènent d'autres risques ou pas. Mais donc il faut de la gouvernance, il faut de l'éducation. Une petite anecdote, allez, pour se rappeler, il y a 10 ans, on avait Pokémon Go sur les téléphones et on travaillait tous les deux dans une boîte de la défense et on avait des gars sur des sites sensibles confidentiels de défense qui chassaient les Pokémon et ils envoyaient tout sur les serveurs. Mais parce que Pokémon avait mis un Pokémon au milieu du site un peu sensible sur le Google Maps et c'était problème. On a fait retirer le Pokémon. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est un hasard ? C'est surtout qu'une personne de 50 ans qui joue à attraper des Pokémon sur un site militaire, ça c'est un peu pénible aussi. C'est vrai que c'est difficile à justifier un rendez-vous RH. C'était mon anecdote. Quand même, hein. Il y a 10 ans. En réalité, moi j'ai tendance à dire que c'est le prolongement de tous les efforts que les RSSI, les DSI font depuis des années. On a parlé de surveillance des flux réseau. Évidemment, c'est la base. Nous, on surveille également la taille des fichiers qui sortent et le nombre de fichiers. Ça, en fait, c'est vraiment... Et on utilise l'IA même pour détecter des comportements. Suspect, suspect. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est renforcer, et ce que tu disais tout à l'heure, là, c'est qu'il faut renforcer la couche applicative. Parce que là, on se retrouve sur la couche applicative maintenant. Il y en a aussi beaucoup. Voilà. Et donc, il faut savoir ce qui sort, quel type de document sort. Est-ce que c'est un PDF ? Il faut... Et je le faisais quand je travaillais pour les avocats. En fait, les documents étaient classifiés. Dans les documents eux-mêmes, il y avait dans toutes les grosses des boîtes, tags aussi, pour dire attention, ça, quand ça s'imprime, il faut lever une alerte. Niveau de confidentialité. Voilà. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour. Parce qu'à la limite, si on perd, je ne sais pas, un PowerPoint d'un team building, on s'en fiche un petit peu. Par contre, si on perd les fiches de paye de nos salariés, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Effectivement, bien sûr, deux notions qui sont la partie DLP et la partie CASB, qui sont des parties intégrantes de ce qu'on appelle le SSE de manière plus globale, incluant également la Security Web Gateway. Le DLP, c'est un sujet de longue date. Moi, j'en ai fait il y a déjà 15 ans. Ça a toujours été très complexe à mettre en œuvre, avec des résultats pas toujours très probants, souvent très américanisés. Par exemple, sur les numéros de carte bancaire, on ne pouvait détecter que des numéros de carte bancaire
américain à l'époque. Évidemment, ça a évolué. Voilà. Donc le DLP est un vrai sujet et l'IA va imposer un nouveau sujet sur la DLP qui est comment on fait pour détecter au sein même d'une application spécifique d'intelligence artificielle qu'il y a une exfiltration de données ou d'une donnée sensible, ce genre de choses. Le second, évidemment, c'est le CASB et là, c'est plus simple, mais c'est pas très déployé en France, je trouve. C'est en train de bien devenir. C'est vraiment voilà, la visibilité sur les applicatifs, et là on ne parle plus de sites web, on ne parle plus de domaine, on parle vraiment d'applicatifs, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font, à qui elles appartiennent, est-ce qu'elles sont américaines, etc. Est-ce qu'elles respectent des normes type RGPD, type ce genre de choses, et puis derrière pouvoir prendre des actions dessus, donc bloquer une application directement au niveau de sa politique de filtrage. Et on en revient à la couche de l'oignon du coup. Je voulais rebondir. Peut-être que pour nos auditeurs, tu pourrais définir SSE, DLP et CASB. Pour nous, ça fait à peu près sens. Oui, alors je suis pas sûr que tout le monde. Donc, le DLP, Data Loss Prevention, effectivement, donc c'est la partie gestion de la donnée et de son exfiltration de manière globale. Je fais large. Hein. CASB, donc Cloud Access Security Broker, le principe étant de mettre quelque chose qui se positionne entre l'utilisateur et le cloud pour gérer justement tous les accès, on va dire, à Internet et pouvoir les administrer et éventuellement les filtrer. Et le SSE, c'est un espèce de gros ensemble où on inclut donc le SWG, Security Web Gateway, qui est donc on va dire anciennement ce qu'on appelait le proxy, mais qui fait bien plus que ça maintenant, qui ajoute de la partie antivirale, analyse de fichiers en live, etc., plus le CASB et la DLP. Alors à distance, écoute, les gens ont l'air de connaître quand même les mots, puisqu'il y en a un qui répond CASB le magnifique. Et sinon, un autre internaute raconte justement Samsung quand des ingés demandent à l'IA d'identifier des erreurs dans un code source confidentiel. Ah oui. Voilà. Donc on en a eu pas mal. Alors là, on a parlé un peu de la partie technique. Qu'est-ce qu'on fait en termes de politique interne, en termes de charte informatique, et surtout, qu'est-ce qu'on fait quand on chope quelqu'un? Donc moi, forcément, je rebondis, Vincent, sur ton histoire de Pokémon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est bien celle-là. Vraiment, est-ce que le type en question, comment ça s'est fini? Justement, et puis je rebondis sur ce que tu disais, Julien, c'est pas nouveau. Donc on a des chartes informatiques sur lesquelles on interdit, comme tu disais, de prendre en photo des documents et de les mettre dans Google Trad. Bon, une fois qu'on met en place, une fois que vous répondez à la première question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en termes de charte informatique pour l'IA, la deuxième question, c'est est-ce qu'on fait ce qu'on faisait pour ce cas-là, et donc qu'est-ce qu'on fait, ou est-ce qu'on trouve de nouvelles manières un peu de punir ces mauvais employés? Alors, si on peut éviter de punir, c'est pas plus mal aussi. Enfin, le coercitif, ça marche fait pas. limite en général. Non, je veux juste revenir. Une entreprise arrivera facilement à écrire une politique autour de l'IA d'usage, et acculturer ses salariés. Une entreprise aura plus de mal à faire signer la charte IT et la modifier dans le temps. Il faut savoir qu'une charte IT, on demande à nos salariés de la signer, de l'accepter, mais c'est validé à l'embauche, c'est validé avec tous les syndicats en France, donc c'est pas simple à faire évoluer une charte IT. Donc si nous, Framatome, on veut la faire évoluer demain, d'un point de vue IA, ça prend 3 ans. Et il faut passer devant tous les CSE de l'entreprise. Donc on va plutôt le faire via une politique, via de la standardisation, de l'acculturation, et c'est déjà pas mal. Alors, petite question, c'est-à-dire que si demain tu veux changer la charte IT, il faut la refaire signer par tout le monde? Oui, c'est une obligation légale en France. Oui. La charte informatique en Allemagne, signée unitairement. Et je te confirme que c'est pire en Allemagne. Voilà. Ah oui, complexe. Ils sont il faut absolument lister tout ce qu'on va faire, etc. Sinon, ils ne signent pas et c'est refusé. Et donc, si je suis ta logique, on chope quelqu'un qui est en train de chasser son Pokémon. Elle est bien ça. De chasser son Pokémon. On fait pas on le punit pas, mais on fait quoi? On le met en formation? Comment? Faut le mettre, j'imagine, en formation. Un peu comme un phishing, en fait. Ce qu'on fait déjà aujourd'hui sur le phishing. Le vrai sujet, c'est à quel moment on va considérer la cybersécurité comme un vrai risque dans les entreprises et qu'on va le mettre au même niveau qu'un salarié qui met pas ses EPI, ses équipements de protection en usine. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On rentre en usine, on a pas ses lunettes et son casque. La première fois, on a une remarque. La deuxième fois, c'est un blâme. Et la troisième fois, on sort de l'usine. Le phishing, c'est discutable. Comparaison. Et demain, est-ce qu'avec les IA, pour des usages détournés, comment on va réagir? C'est ça le vrai sujet. L'acculturation, on y va déjà. Et la sensibilisation, celui qui fait une petite bêtise, on le met en sensibilisation, on sait faire. Mais demain, quelle sera la réponse de l'entreprise? Aujourd'hui, elle se cherche. Je pense que c'est la très très bonne réponse, mais il y a juste une subtilité. C'est le cas où c'est encore un truc dont on n'a pas parlé, ce sont les risques autour de la conformité. C'est-à-dire qu'il y a un document confidentiel de défense qui fuit, on est obligé de le déclarer. Si demain il y a des documents sensibles au sens du RGPD qui fuient, on est obligé de le déclarer. Il n'y a pas possibilité de contourner ça.
Et là, ça prend tout de suite une autre proportion. Donc généralement, on le traite de la méthode, c'est comme ça d'ailleurs pour te dire que le Pokémon, c'est fini, de la méthode, voilà, le refaites plus, et puis un peu d'éducation, ce qui était le mieux, c'était ce qu'on a préféré. Ça n'a pas été facile d'ailleurs, parce que le jeu était addictif, il y a ça aussi, hein, comme l'IA, le téléphone et le jeu étaient addictifs. Mais voilà, il faut quand même faire très attention à tous les risques autour des pénalités qui sont liées à la conformité. Alors, le gros des risques du Shadow AI, c'est lié à la fuite des données sur le net. Est-ce que vous êtes partisan notamment du développement d'outils IAGEN en interne, vu que certains modèles, notamment OpenAI, peuvent être installés en local? Et c'est quoi les limites de ce genre de pratique? Alors, moi, Vas-y, je t'en prie. je dirais, comme tout à l'heure, on ne peut pas ne pas le faire pour nous, parce que dans le monde de la sécu, alors à nous, hein, je travaille vraiment sur les modèles les plus matures, mais quand on a par exemple du proche des OIV ou du sensible, tiens, ça c'est le document de l'ANSSI. Voilà. Ça c'est après. Donc je disais qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer, de le faire fuir. Si par exemple votre SIEM envoie à un moment donné sur le chat GPT les signaux qui correspondent à un incident de sécurité, vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer ça dans le cloud, c'est interdit. Et donc, il faut qu'on utilise quand même cette IA parce qu'on a trop à y gagner. Parfois, on en a vraiment besoin. Je vais décrire après les cas d'usage sur lesquels on bosse. Et donc, le sujet dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, ça va être d'avoir une IA qui est donc installée en local sur un modèle assez petit, mais qu'on va être capable d'augmenter à travers ce qu'on appelle un RAG. Alors, j'ai un nouvel acronyme pour toi. Est-ce que tu le connais, celui-là? Eh ben non, dis-moi. Alors, c'est le Retrieval Augmented Generative. Donc l'idée, c'est d'avoir une IA qui est pré-entraînée pour toute la connaissance générique, mais en parallèle de ça, on va lui donner, dans mon cas à moi, ça va être des fiches réflexes ou des fiches de traitement d'incidents qui vont décrire le contexte de l'entreprise et qui vont lui dire, voilà, il faut que tu raisonnes de cette façon-là, dans ce cas d'usage-là, et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et donc on va avoir le meilleur des deux mondes, on va avoir quelque chose qu'on peut requêter en langage naturel, mais qui en même temps va commencer à comprendre le métier de la sécu et qui va être pertinent sur le contexte. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. En mode enclavé, entièrement fermé. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le choix qu'on a fait chez FED, justement, de faire une IA hébergée chez nous, complètement fermée par rapport à l'Internet. On lui a fait apprendre nos propres données. Super. En revanche, on a quand même quelques limitations là-dessus. La première que je vois, c'est la langue, généralement. C'est qu'il y a un effet déceptif, parce que en fait, on peut pas dire, j'en parlais tout à l'heure, on peut pas dire aux gens, c'est juste pour ça, c'est juste pour cette fonction-là, c'est juste pour faire une activité. Eux, nos collaborateurs, quand ils vont sur une IA, ils veulent pouvoir faire les devoirs de leurs enfants, j'en sais rien, en fait, faire plein de choses. Parce qu'il y a quand même un mix avec l'IA entre le monde du privé et le pro. Et je pense que vous voyez dans vos sociétés que les gens ont un compte et l'utilisent dans les deux. Donc ça, il y a aussi un sujet. Donc le premier, c'est l'effet déceptif, donc il faut communiquer, il faut expliquer le projet. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, c'est que c'est cher. C'est que c'est cher d'avoir des GPU, d'avoir de la puissance de calcul. Ça mange du calcul. Donc il faut quand même avoir les moyens. Donc moi, je suis assez impatient là, de voir le nouveau serveur, le mini-serveur de NVIDIA qui sort bientôt, dédié à ça, pas très cher. Donc voilà, ça. Et puis le nouveau modèle ChatGPT plus petit. Parce que aussi, ça aussi, voilà. Donc avec les deux, on pourra peut-être bypasser cette limite. Et enfin, je vois une troisième complexité, c'est l'apprentissage. Le temps que ça prend, ça dépend des données qu'on lui donne, et puis la compétence pour faire apprendre à une IA. Tout le monde ne l'a pas. Moi, dans mon équipe, il n'y en a pas forcément. Donc, il faut aller chercher. Et quand on prend une compétence qu'on ne connaît pas, soit on fait confiance, soit c'est un peu plus lent. Et si on te suit en tirant un peu plus loin, c'est quoi les compétences qu'il faut pour maintenir ce système en interne? On a parlé de DeepSeek, tu as parlé de Oyama. Il faut l'installer, le Oyama qui tire X milliers de technologies d'un coup qu'on ne connaît pas trop dans les DSI. Et d'un coup, on introduit une trentaine de technologies qu'on ne maîtrisait pas. Donc, il faut être capable de le build, après de le faire en run parce qu'on a un niveau de service à maintenir. Et puis, on peut aussi parler aujourd'hui maintenant du risque de la partie tierce. On tire des librairies dans tous les sens, comment on contrôle, parce qu'on regarde l'IA, est-ce que l'IA n'est pas méchante, mais elle va tirer des librairies pour être capable de tourner. Enfin, est-ce que ces librairies-là ne sont pas méchantes? Et puis aujourd'hui, on sait que les modèles, je ne pense pas que DeepSeek, lors de sa première mondiale, allait mettre une backdoor dedans. Et ça veut dire quoi dans 3-4 ans? Un petit commit bien passé sur un GitHub que personne n'a regardé. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, ils sont clean, les modèles, globalement. Et les librairies, mais ça va dériver ou pas dans le temps. Et ça, il faut le maintenir en prod.
Un autre mot-clé aussi, c'est frugal. On essaie d'avoir des modèles comme ça pour résoudre une partie de ce que tu disais. C'est tellement cher en termes de CPU, de puissance de calcul. Il faut arriver finalement quand même à restreindre, même si tes utilisateurs vont peut-être être déçus de ne pas pouvoir faire les devoirs des gamins dessus, mais à essayer de se recentrer sur ce qu'on veut vraiment calculer. Il y a aussi des problématiques autour de la langue. Bon, un truc que j'ai remarqué, c'est que si on prend les modèles les plus petits, ils sont assez malins, assez bons, mais ils font vraiment monolangue. Que de l'anglais. C'est assez marrant. Français, ça va mal marcher. Vous parlez de frugalité et de GPU, et effectivement, ça ramène aussi à un sujet qu'on n'aborde plus, mais qui est un sujet qui, normalement, aurait dû être prédominant dans les entreprises, qui est le développement durable. Ah oui, alors ça, un grand thème. Et celui-là, il est dur. Et en fait, il y a un ISO, il y a l'ISO 20121 de mémoire, ou 123, quelque chose comme ça, qui traite justement vraiment de l'impact de l'IA dans la gestion du développement durable d'une entreprise. Bon, avec Trump maintenant qui vient d'arriver, je pense que ce n'est plus vraiment un sujet sur les prochaines années, mais peut-être que ça reviendra un jour en Europe. Mais ce qui est vrai, ce que tu disais, je voudrais rebondir là-dessus sur on va faire des petits modules. En réalité, on parle beaucoup d'IAG. L'IAG, c'est on génère du texte, du nouveau texte, des photos, enfin bref. Mais il y a aussi l'IA tout court qui est complètement intégré à leur environnement de travail. Moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous, on a un gros enjeu, on a un grand cabinet de recrutement, on manipule des millions de CV, et notre enjeu, c'est de créer les rencontres le plus rapidement possible entre les CV et les jobs. C'est pas de l'IAG, là, du coup. Et c'est ça qu'on veut montrer à nos collaborateurs, c'est qu'on va mettre de l'IA, mais pour justement leur faciliter la vie. Ça veut dire que demain, très prochainement, on est en train de le mettre en œuvre, on voudrait que quand ils arrivent dans notre CRM, ils ont le candidat, ils regardent les job desks, les descriptions de jobs, et que ça matche automatiquement, au moins. Qu'ils n'aient plus qu'à valider, quoi. Alors, il y a quand même, en fait, après, il y a quand même une action humaine. Hein. Nous, on veut pas, on n'est pas une plateforme d'intermédiation. Hein. On a quand même une valeur ajoutée. On a des consultants qui connaissent parfaitement les métiers, etc. Donc, surtout pas. Notre sujet, c'est pas ça. Mais en revanche, moi, je décalerai un peu le débat de l'IAG sur de l'IA tout court intégré à notre environnement de travail, qui fait des choses et qui accélère nos traitements. En gain de productivité. En gain de productivité. Dans ton cas, ça sera quand même un LLM, à la fin une IA généraliste. Oui, et on n'a pas du tout axé la table ronde, et personne même parle très peu à l'IA Summit, des autres IA. Hein. On ne parle pas du DRL qui conduit les voitures automatiques. Hein. C'est pas un LLM et c'est pas ChatGPT, c'est pas le même type de réseau de neurones, de structure. Il y a plusieurs familles d'IA. En vrai, il y a plusieurs modèles techniques, et chacune a une prédisposition. Et nous, là, on est tous ici pour parler des LLM et de la génération de texte, la compréhension du langage humain, mais c'est que celle-là. Il y en a d'autres. C'est pour ça que je souligne ça. C'est que, effectivement, tout le grand public est focalisé sur l'IAG. Parce que c'est ça que le grand public voit. Mais il y a quand même un vrai enjeu à intégrer ça. Et peut-être que c'est par ce biais qu'on va pouvoir apporter plus de sécurité, puisque c'est nous qui allons complètement le maîtriser. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on passe sur l'image, justement, tu le disais tout à l'heure, Vincent, de l'ANSSI. Donc, l'ANSSI a publié récemment un guide sur la sécurisation des IA, notamment dans le cadre de leur intégration dans un SI existant. D'ailleurs, on a un schéma, le scénario d'attaque sur un système d'IA génératif dans un système d'information. Il propose... Hyper intéressant. Il propose près de 35 recommandations. C'est beaucoup. Bon. Alors, est-ce que c'est pas justement lancer un nouveau chantier pour des entreprises qui, en général, ont déjà du mal, en fait, à suivre sur la cybersécurité ? J'ai jeté un petit coup d'œil quand même aux recommandations avant de venir là. Il y a du générique. Hein. Il y a quand même une grande partie des recommandations autour des environnements de développement. C'est des bonnes pratiques. On ne demande pas que l'IA au centre du schéma ne se connecte pas à Internet. On s'en doute. Donc oui, il y a une prise en compte qui est nouvelle. On écrit de nouvelles recommandations. C'est aussi appliqué, comme on a dit en entrée. On doit appliquer l'hygiène de base de l'IT et de la SSI. On doit appliquer les réflexes de base. Et puis après, on va continuer à enrichir. C'est vrai que ce n'est pas 35 choses complètement nouvelles sorties du bleu. Comme je disais tout à l'heure, la détection, la protection, on les retrouve sur ce schéma. Par contre, ce qui est bien fait, c'est les scénarios d'attaque, par exemple, sont bien mis en lumière. C'est un document très instructif, très synthétique, je trouve. Ça traite le RAG, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment une bonne base.
Alors, pour ceux qui nous ont rejoints avec peut-être un peu de retard, on va faire ce qu'on appelle la petite pause de l'émission, c'est-à-dire qu'on va revenir sur les 3 grands messages qu'on a pu échanger depuis le début de cette émission. Donc, ceux qui sont à distance voient à l'écran justement les 3 points. Alors, premier point, premier message, on a parlé du transfert de données du portail DeepSeek vers une entreprise proche du gouvernement chinois, mais ne soyons pas naïfs, toutes les entreprises derrière les IA collectent des données d'une manière ou d'une autre. Le deuxième point, la clé de la lutte contre le shadow AI est la gouvernance, avec une nécessité d'embarquer le board, mais également les métiers pour comprendre précisément les besoins des utilisateurs. Et le troisième point, la punition, Julien, n'est pas la solution pour lutter contre le shadow AI. Aujourd'hui, les entreprises cherchent encore un modèle entre sanctions et sensibilisation des utilisateurs, mais même si les conséquences en termes de conformité pour l'entreprise peuvent être dantesques. Donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui nous ont rejoints un petit peu plus en retard, ça vous permet de revoir ce qu'on a pu se dire depuis le début de cette émission. Alors, on reprend avec les 2 dernières questions avant de mettre fin à cet échange. Le shadow AI est-il la résultante, c'est un peu la question de l'émission, de mauvais choix IT des organisations qui sont incapables de livrer les bons outils de travail à leur personnel? Vous en pensez quoi? Pas du tout. Non, c'est un grand non. C'est un grand non, effectivement, pas du tout. Je pense que avec l'IA, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Clairement. Et donc, ce sont des usages nouveaux. En réalité, aujourd'hui, quand on regarde les usages du grand public ou de nos collaborateurs, vous le disiez tout à l'heure, on est en train de demander de corriger des emails, de générer des textes. Mais ça, on savait déjà le faire avant, avec Google Translate, avec tout un tas d'outils qui généraient déjà du contenu. Donc, en réalité, on ne pouvait pas faire ce qu'on veut faire maintenant sans l'IA. Voilà, donc l'IA apporte de nouveaux usages. Il y a un nouveau champ des possibles, et c'est pas parce que on n'arrivait pas à leur donner des outils qu'ils vont là-dessus. On a toujours eu du shadow dans les entreprises. Enfin, il y a toujours une inertie de la DSI qui a des process. Et évidemment, les métiers, sans respecter le process, sont plus rapides que nous. Donc, on a toujours parlé du shadow IT. Enfin, en industrie, on parle du shadow OT. Ou maintenant, on parle du shadow AI. Enfin, et dans 20 ans, ça sera quoi? J'en sais rien. Peut-être shadow data center, shadow GPU. Enfin, il y aura toujours du shadow dans l'entreprise, enfin, intrinsèquement. Donc, c'est pas une faillite de la DSI. On a nos processus et les processus garantissent aussi de sécuriser et de bien faire les choses. Enfin, évidemment, les métiers, de temps en temps, sont rapides. Arriver à acheter un DNS sur un comptable, arriver à déployer un petit système sans forcément bien le faire, parce que c'est pas leur métier, c'est le nôtre. Et donc, on sera toujours contourné. C'est aussi à nous de nous améliorer, de délivrer le service. Et il y en aura toujours, en fait. Et ça, depuis le SaaS, à vrai dire, depuis l'avènement du SaaS. C'est même un relais de croissance pour les entreprises qui vendent du SaaS, parce qu'on ne passe plus par les RSSI, on ne passe plus par les DSI. Donc, en fait, le shadow, tout ce que vous voulez, ça a été mis en œuvre depuis quelques années. Ouais, et le SaaS, la bonne réponse pour intercepter le shadow SaaS, enfin, en tout cas chez nous, c'est pas la technique. C'est la gouvernance, et on discute, on a des points de synchro avec les achats toutes les 2 semaines, tous les mois, et on intercepte les contrats. Enfin, c'est pas par la technique qu'on va bloquer le SaaS, quoi, ou le shadow. C'est par d'autres processus. Alors, j'ai une question du public, donc un internaute qui dit: comment peut-on accompagner les petites entreprises sur l'IA alors que les aspects cyber ne sont pas forcément au rendez-vous, par manque de moyens financiers, humains ou par méconnaissance des normes directives? C'est encore une question de gouvernance, je pense. Nous, on n'est pas une très grande entreprise, hein, nous sommes 350. En revanche, encore une fois, notre board, notre directeur général, est extrêmement sensible à ça. Moi, quand je demande des budgets de cybersécurité, j'ai aucun problème. Donc ça dépend vraiment de la gouvernance, de la sensibilité des gens. Notre directeur général est pleinement conscient qu'on manipule de la donnée personnelle. Il est pleinement conscient qu'il faut qu'on sécurise complètement ce système-là. C'est notre asset, à vrai dire. Hein. C'est comme ça qu'on va dire à nos candidats: écoutez, vous pouvez nous confier vos informations personnelles. On en a plein. Hein. On a des cartes d'identité, on a des permis, des permis en tout genre. Donc, c'est une question de gouvernance, c'est une question de choix, d'allocation de ressources. Et d'acculturation. Aussi, enfin, sûr. Je veux dire, c'est aussi de l'hygiène, même pour les ETI, enfin, et les petites structures. Enfin, c'est ce que tu disais en intro. Enfin,
l'acculturation, c'est plus les salariés et les gens ont une bonne hygiène informatique chez eux, plus c'est bénéfique pour l'entreprise, et réciproquement. Donc, ce qu'on explique aux gens, ça sera pareil demain pour l'IA. Ne mettez pas tout et n'importe quoi sur Internet, comme on leur dit d'être conscient de leurs usages sur les réseaux sociaux. On va leur dire la même chose sur l'IA. Donc, à titre perso, il y aura un intérêt, et à titre professionnel, ça va aussi faire un écho. On peut cependant pas demander à des toutes petites sociétés. Alors, voilà, vous stockez, dans ton entreprise, vous stockez vraiment des données très personnelles, vous devez vraiment les sécuriser, donc forcément ton board est actif sur le sujet, il le voit. On ne peut pas demander à une toute petite société d'aller aussi loin, et surtout pas de mettre un outil IA en interne, comme tu l'as dit, ça coûte très cher, et elles n'auront pas forcément la nécessité. Donc je rejoins sur le principe de l'acculturation et de la sensibilisation, qui est peut-être le premier step, et sans doute le step le moins cher, on va dire, globalement, de la cybersécurité. Et il y a des sujets de sensibilisation spécifiques sur la partie IA, pour le coup. Alors moi, je vais mettre les pieds dans le plat, pour le coup. Cash. J'ai eu, moi, des retours d'experts, et puis moi aussi, j'ai travaillé, avant de commencer Risque Intermédiaire, dans la cybersécurité, dans la sensibilisation. Donc on dit, de la même manière qu'on sensibilise à la cybersécurité, il faudrait donc sensibiliser à l'utilisation de l'IA. Mais est-ce que réellement, les sensibilisations qu'on est en train de mettre dans la forme qu'on est en train de mettre en place a vraiment l'impact qu'on souhaite sur les employés, les collaborateurs, les utilisateurs? La réponse a été faite tout à l'heure, une cyberdéfense au sens large, une stratégie de cybersécurité, de cyberdéfense. C'est le modèle du fromage suisse. Il faut que l'ensemble des trous ne soient pas alignés. Ou l'oignon. L'oignon, on l'avait dit. Plusieurs épaisseurs. Chacun ses affinités. On est français, on a beaucoup d'expressions liées à la nourriture dans nos modèles. Donc la sensibilisation est une des lignes de protection. Et pas l'unique. Et comme on dit, les attaquants, notre rôle, c'est de les ralentir, de faire en sorte que ça coûte plus cher l'attaque et d'être capable de les détecter. Parce qu'un attaquant motivé qui a des ressources infinies comme un État, c'est compliqué. Donc la sensibilisation, c'est obligatoire, mais pas suffisant. C'est un savoir-faire, la sensibilisation. Mais oui, parce que justement, moi je vais vous dire ce que j'en pense, et vous me dites ce que vous en pensez, parce que vous travaillez aussi sur ça. J'ai l'impression que quand on fait de la sensibilisation, on a ce biais, vous savez, les experts en cybersécurité connaissent certains termes, ont une manière de voir la cybersécurité, donc vont communiquer avec ce même biais. Et ça ne va pas être très bien perçu ou comme on le souhaite de la part de gens qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité, donc qui sont comptables, marketing et autres. Et donc la manière de faire le message, finalement, l'information, elle est là, mais le vecteur, j'ai envie de dire, n'est peut-être pas le meilleur pour toucher quelqu'un qui n'est pas dans notre secteur. Et tout à l'heure, Vincent, au début de cette émission, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, moi, quand je vais sortir de cette émission, je vais donner des bonnes pratiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'un côté les médias qui ne donnent pas de bonnes pratiques, qui nous disent, ah bah, telle entreprise a perdu 25 millions de données, celle-ci a eu une énorme cyberattaque, ne fonctionne plus. Quand il y a eu l'histoire de Free, moi j'ai vu aucun média qui nous a expliqué ok, qu'est-ce qu'on fait avec un IBAN, c'est quoi vraiment le danger et qu'est-ce que vous devez faire, vous, population qui avez votre IBAN à l'extérieur, dans la nature. Donc, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc moi, ma question, c'est est-ce qu'on communique correctement? Est-ce qu'on utilise le bon vecteur? Et je pense que c'est tout l'enjeu, tu en parlais tout à l'heure, c'est la sensibilisation en disant on ne vous sensibilise pas pour l'entreprise, on vous sensibilise pour que vous ayez une hygiène numérique partout où vous êtes, chez vous en particulier. Généralement, les deux sont faits de concert. Ouais, parce que c'est pas l'entreprise qui a perdu de l'argent avec Brad Pitt, aux dernières nouvelles. Non, mais les menaces, elles sont Brad Pitt. Et tu vois, c'est pour ça que nous, dans les messages de communication, nous, on a les jeudis de la cyber. Mais on ne parle pas... Alors, au début, on a parlé, attention, vos mots de passe, ça ne s'échange pas, etc. Mais aujourd'hui, on va aller prendre des exemples qui existent partout, d'annonces Airbnb ou Le Bon Coin pour louer des chalets ou je ne sais quoi, où il faut se méfier parce que l'annonce est trop alléchante et ne pas donner ses documents personnels, ses informations personnelles. Et je pense, en tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai, c'est qu'en leur parlant de leur quotidien, de ce qu'ils vivent tous les jours, vraiment des situations, ils vont faire de plus en plus attention. Et chez Fed, là, moi, je suis assez content parce que les gens, maintenant, doutent de tout. Moi, je les ai fait douter de tout. Mais t'es sûr que c'est bien, là, le DocuSign, là? Ouais, c'est un authentique. Mais voilà, c'est ça la clé du succès, je pense. Je suis d'accord. Et là, tu parlais du truc de Brad Pitt. Je pense que ce qui s'est passé à cette pauvre dame, donc Anne, est quelque part l'une des meilleures publicités contre ce genre d'arnaque. Ça a tellement fait le buzz, en fait, sur les réseaux, sur Internet, sur machin, que le prochain qui reçoit un mail de Brad Pitt ou de George Clooney va franchement se poser la question 2 fois. Et finalement, c'est une bonne communication. Je trouve que c'est une bonne communication contre ce type d'attaque. Alors, c'était bien d'en parler. Après, le spam au Viagra, ça fait 20 ans que ça existe. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, mais Ça n'existe plus du coup. Voilà. ça existe encore un peu. Non, mais je veux dire, le principe de l'arnaque a toujours existé. Les brouteurs, etc. Le vecteur va juste changer. Mais là où tu as raison, une bonne sensibilisation dépend de la communication. Mais c'est le principe même de la communication, on est censé s'adapter et d'utiliser le langage de notre public. Donc évidemment, si on arrive en tant que RSSI avec tout notre langage d'experts et plein d'acronymes franglais, on va perdre tout le monde. Mais comme dans l'éducation nationale, on se met au niveau de notre interlocuteur pour le sensibiliser et l'éduquer. Donc si on rate notre sensibilisation, j'imagine que c'est celui qui a mis le message qui a raté son émission. C'est très complexe. On pouvait dire que c'était effectivement un art, mais moi je voudrais rester sur quelque chose de positif. Quand j'étais encore aux opérations de sécurité, on avait fait ces sensibilisations et je peux vous dire que les utilisateurs, quand ils ont bien compris le rôle qu'ils ont à jouer dans la protection globale du patrimoine, ils sont redoutables. On a des investissements qui sont conséquents pour surveiller les réseaux, pour surveiller les EDR, les antivirus, etc. Mais vous ne serez jamais aussi pertinent qu'un humain quand il est bien éduqué et quand il est aligné pour le fait de protéger son patrimoine. Et on les remercie, les utilisateurs. Donc je pense que c'est vraiment un maillon important et la sensibilisation, c'est simplement mettre en activité ce qui existe en nous pour détecter tout ça et contribuer. Peut-être qu'on peut citer le CNUM, qui est donc fait par l'État, le Conseil national du numérique, qui fait, donc pour relier avec l'IA notamment, qui fait des cafés publics pour le grand public sur l'IA, pour expliquer un petit peu ce que c'est que l'IA, justement. Donc c'est une démarche qui est plutôt intéressante, et ça démontre qu'il faut multiplier, en fait démultiplier même les interventions pour la sensibilisation, en interne, en externe, que ce soit par des vidéos, que ce soit par du texte, que ce soit par des affichages, on en voit souvent dans les sociétés, et je trouve que c'est quand même assez impactant de voir des affichages de la part des RSSI au sein des sociétés. Ça, tout de suite, c'est visuel, donc c'est vraiment multiplier la sensibilisation. Et puis c'est ce qu'on a fait finalement ce soir. Hein. Exactement. Oui, bien, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, d'avoir également répondu aux questions du public. Je remercie le public qui était à distance. Vous étiez très nombreux. J'ai vu vos échanges. Merci d'avoir également participé. Ce soir, on était en partenariat avec Olfeo, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc sur le thème de la soirée de ce soir. Donc vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas coché, m'envoyer un mail pour qu'on puisse vous l'envoyer. Je vous dis encore merci. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner. On a pas mal de contenu sur notre chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt pour notre prochaine émission Risque Intel Média. Merci encore.